Donc, je vais faire une présentation sur les risques présentés par les conteneurs et leur contenu, hein. Donc, la présentation précédente permettait de mettre bien cet aspect-là en relief. Donc, je vais d'abord faire une courte introduction, ensuite présenter les risques qui sont liés aux marchandises transportées, alors tout type de marchandises, mais aussi les marchandises déclarées comme dangereuses à bord des navires. Puis je présenterai le comportement donc, des conteneurs en mer et la problématique de la dérive. Et puis je terminerai par une conclusion. Donc d'abord les accidents impliquant des conteneurs. Donc je n'ai pas hiérarchisé hein, les différentes causes qui ont été présentées précédemment, mais les causes peuvent être possiblement multiples. Donc on a vu la cause incendie à bord du navire. Donc juste en photo, vous avez le Grande America que je présenterai rapidement donc, dans cette présentation et qui sera abordée plus précisément par Nicolas Tannick cet après-midi. Donc, on a parlé des mauvaises conditions météo, effectivement. Possiblement aussi, il pourrait y avoir une collision. Les conséquences peuvent être multiples. Il peut y avoir la dérive, l'échouage, ou l'échouement et le coulage de conteneurs, mais également donc, du navire dans son intégralité. Donc, la problématique peut être différente. Et puis, les enjeux peuvent être multiples. Il peut y avoir donc un enjeu pour la navigation. Donc, c'est le cas lorsqu'on a un conteneur à la dérive. Il peut y avoir des problématiques sanitaires comme présentées par tout rejet accidentel donc dans l'environnement marin, et puis des enjeux directement pour l'environnement, soit à court terme, soit à long terme. Donc dans tous les cas, il est important d'avoir un risque, une évaluation du risque qui est liée au conteneur et à son contenu. Donc je vais m'attacher à présenter cet aspect-là dans cette présentation. Donc d'abord, pour le risque lié aux marchandises transportées, il est important donc d'évaluer le risque en amont, ou de connaître au moins à minima le risque potentiel. Donc il peut être lié donc, pour tout type de marchandises, mais également pour les marchandises dangereuses. Et ce travail en amont nous permet d'être plus efficace en cas d'accident pour évaluer donc le risque dans un contexte accidentel. Donc pour rappel, le CEDRE est aussi le point focal MARICE, donc, mené par l'Agence européenne de sécurité maritime. Donc on est le point focal où on est appelé en cas de problème de déversement de produits chimiques dans les eaux européennes, et on travaille en réseau avec l'industrie chimique pour permettre alors, de répondre à différents niveaux, apporter une évaluation des risques, mais également possiblement aller jusqu'à la mise en relation avec un industriel de la chimie qui est fabricant d'un produit chimique donné. Tous les types de marchandises dangereuses, donc, enfin tous les types de marchandises pardon, peuvent poser possiblement problème de par le type de contenant déjà. Donc ça a été présenté, alors on a en plus des équivalents 20 pieds, hein, des conteneurs classiques, différents types de contenants tels que des conteneurs frigo ou à toit ouvert, citernes, plateformes. Donc, dès lors qu'il y a un accident ou un problème, par exemple un système de réfrigération qui est inopérant, qui devient inopérant, ça peut présenter un risque pour la cargaison. Par ailleurs, il y a donc le risque qui est lié aux marchandises contenues. Donc, je ne vais pas les présenter puisqu'elles peuvent être extrêmement diverses. Et ça peut aller donc de la matière brute jusqu'au produit fini à haute valeur ajoutée. Pour la matière brute, on pourra penser au risque, par exemple, posé possiblement par la matière organique, hein, donc de la matière alimentaire, par exemple, qui, une fois déversée dans le milieu marin, selon les conditions, pourra subir une dégradation à anaérobie et produire de l'hydrogène sulfuré, par exemple, puisqu'il y a des sulfates dans le milieu marin, et donc ça pourra poser problème à la fois pour l'environnement marin, avec la production de matières toxiques, mais aussi pour les intervenants. La problématique de chargement est également importante, puisqu'un mauvais chargement, donc ça a été mentionné précédemment, mais donc étant donné les différentes accélérations que peuvent subir les conteneurs, si on a un mauvais chargement à l'intérieur du conteneur, vu les accélérations de plusieurs G dans certaines situations, on peut avoir une détérioration du conteneur lui-même, voire une détérioration de la structure,
la perte de conteneurs. Donc voici par exemple des exemples de mauvais chargements. Donc je remercie la CMA CGM pour avoir transmis ces photos, hein, où on voit à gauche un chargement de bois qui n'est pas chargé dans de bonnes conditions. Et puis à droite, les premières conséquences que ça peut occasionner dès les opérations de chargement. Mais donc, comme dit également précédemment, ça pourra poser problème lors de la navigation. Le code des bonnes pratiques doit permettre d'assurer le chargement des cargaisons dans les engins de transport. Donc, je ne m'attarde pas plus sur ce guide. Le risque également peut être présenté par la fumigation. Donc la fumigation, ça correspond à l'introduction d'un gaz dans un conteneur pour détruire les insectes, ou tout problème lié à la présence d'insectes ou animaux dans le conteneur qui pourrait poser problème, la présence de rats par exemple ou souris. Ça concerne 20% des conteneurs et possiblement 0,1% des conteneurs peuvent présenter un risque immédiat, notamment par le fait que cette opération est définie en plusieurs étapes. Donc l'introduction du gaz, on peut introduire, sinon il peut y avoir un système qui est introduit dedans, qui va générer du gaz à l'intérieur du conteneur et ensuite doit être opéré un contrôle, une mesure de la quantité de gaz restante résiduelle dans le conteneur. Ces opérations peuvent être faites avant le chargement, mais il peut y avoir un cas d'un conteneur qui peut être en cours de fumigation lors du transport. Donc dès lors, il y a une obligation réglementaire d'apposer un pictogramme sur le conteneur et il doit être alors classé dans les matières dangereuses. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc tous les conteneurs qui peuvent transporter donc, des marchandises entre guillemets normales ou sans risque apparent peuvent possiblement poser problème lors de l'ouverture. Il y a également des marchandises qui vont émettre des gaz toxiques. Donc on pensera à des meubles, par exemple, qui sont fabriqués en Chine et qui, lors du transport, peuvent émaner certains composés toxiques, donc cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques, tels que du formaldéhyde, benzène, etc. Et en fait, les concentrations émanées qui proviennent de ces marchandises peuvent être relativement faibles, avec un faible flux, mais dès lors que le produit est transporté pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans un conteneur, la concentration devient alors conséquente et peut passer au-delà d'un seuil de toxicité. L'évaluation du risque lié aux marchandises dangereuses. Alors nous, on prend l'approche inverse ou au chargeur qui va utiliser le code IMDG, par exemple, pour respecter certaines règles et respecter le bon chargement ou la déclaration des produits. Et côté CEDRE, en situation accidentelle, on prend l'approche à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va d'abord chercher à obtenir le manifeste de chargement sous un format qui est exploitable. Donc ça, c'est un point important vu par le passé parce qu'en fait, les armateurs utilisent des logiciels qui sont très spécifiques. Et donc, on cherche à obtenir un document, si possible, sous un format d'un tableur, mais en général, on l'obtient sous un format PDF, et donc avec une liste de produits. Et dès qu'on a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de conteneurs à bord d'un porte-conteneur, le document devient vite très important à exploiter. On va chercher à obtenir aussi, dès que possible, puisque ce n'est pas une information qu'on peut obtenir très rapidement, immédiatement, donc les connaissements, donc en anglais Bill of Lading. Et dans ces connaissements, donc les bons de chargement, on va avoir une information plus précise sur la nature de la cargaison, sur le poids aussi, enfin c'est un constat faible lors d'accidents, on aura une information plus précise sur le poids et sur la nature des marchandises. Et donc à partir de là, on va extraire l'information qui est pertinente pour évaluer la situation, le risque, et effectuer un tri de l'information en fonction de la situation. Donc pour illustrer cette démarche, je vais prendre l'exemple du Grande America, donc, qui a eu lieu en 2019. Donc voici une ligne du manifeste de ce navire. Donc il y a plusieurs infos qui sont intéressantes. Alors déjà, il y a le nom correspondant
à la réglementation du code IMDG. Hein. Donc là, c'est l'exemple pour les marchandises dangereuses, hein, uniquement. On a également la classe de danger, hein, et puis on aura le pictogramme correspondant à poser sur l'extérieur du conteneur. On aura également l'information avec le numéro UN et le cas échéant si c'est un polluant marin. Donc le numéro UN nous permet d'aller directement chercher dans des guides d'intervention utilisés par les intervenants, les premiers intervenants, par exemple les marins-pompiers. Et ces guides-là peuvent être le guide des mesures d'urgence fait par Transport Canada, mais également le guide orange des sapeurs-pompiers genevois, donc le GORSAP, où on a une fiche dédiée par numéro UN. Donc ce numéro UN ne présente pas un risque spécifique pour un produit, mais ça peut correspondre à un produit donné ou alors à une famille de produits, mais qui possèdent des risques similaires. Également à droite, je ne l'ai pas mentionné, donc il y a le flashpoint, le point éclair, qui peut être mentionné, et également une fiche d'intervention d'urgence en cas de déversement ou en cas d'incendie, qui est présente dans le supplément du code IMDG. Donc à gauche, on voit également donc, le numéro du conteneur qui peut avoir son importance, notamment pour connaître le propriétaire du conteneur quand on va rechercher de l'information. C'est un véritable travail d'enquêteur, en fait, finalement, d'aller exploiter l'information dans les manifestes pour aller chercher l'information, recouper l'information entre différents documents, entre le manifeste, par exemple, et le connaissement. On a également dans le manifeste le poids du conteneur, qui devrait être similaire à celui du connaissement, mais dans le cas du Grande America, il y avait plusieurs différences, hein, donc ça a été relevé dans la présentation précédente, entre l'information donnée dans le manifeste et celle qui est donnée dans le connaissement. Le groupe d'emballage, qui donne une information également sur le type d'emballage qu'on va pouvoir trouver et son niveau de sécurité. Et les procédures d'urgence comme mentionné. Voilà donc une fois qu'on a extrait toutes ces informations, donc nous on les met dans un tableur, un fichier Excel, et puis on va aller classer l'information en fonction de la situation. Donc là c'est un exemple d'un des différents tableaux de synthèse qui a été produit dans le cadre du Grande America et qui a été transmis donc à l'autorité maritime, notamment au préfet maritime, pour pouvoir évaluer la situation correctement. Et donc là en fait on a à gauche donc les noms de produits, la quantité totale estimée, et puis à droite, la position à bord, parce qu'on était dans cette problématique où le navire avait coulé, et donc il fallait évaluer le risque qu'un conteneur puisse remonter à la surface. Donc déjà, l'information de savoir s'il était en cale ou en pontée, et ce qu'il y avait dans les différents conteneurs avec la quantité associée, permettait d'évaluer la situation, le risque que des conteneurs puissent remonter à la surface. Donc, ce travail a été assez conséquent. Pourtant, à bord du Grande America, il n'y avait que 365 conteneurs, dont 45 dangereux. Donc, c'était une quantité vraiment très limitée par rapport au nombre de conteneurs, y compris dangereux, qu'on pourrait trouver à bord d'un navire d'un porte-conteneur. Donc, c'est un travail qui a été fait conjointement avec le laboratoire de l'analyse de la Marine nationale, donc l'ASEM, également avec les marins-pompiers, le CEDRE, et nous étions donc au centre de traitement de crise et pour fournir l'information donc à l'équipe de gestion de crise pour le classement des conteneurs en fonction du risque. Donc d'abord, on a commencé par évaluer le risque et classer, exploiter l'information pour la problématique incendie, puis on est passé à la problématique liée à l'environnement marin une fois que le navire avait coulé. Je parlais donc juste précédemment donc de la problématique de navires qui peuvent remonter à la surface, mais il peut y avoir aussi donc de la perte de conteneurs lors de la navigation. Donc il est important d'évaluer la flottabilité. Donc quelques règles générales en fait dans l'approche du risque ou de la dérive, c'est qu'un équivalent 20 pieds n'est pas étanche et ne flotte pas entre deux eaux. Donc soit son contenu permettra d'assurer sa flottabilité, soit le conteneur coulera, mais il mettra un petit peu de temps à couler, mais il ne restera pas entre deux eaux. Les conteneurs frigo, donc les reefers, flottent. Donc on a eu le cas dans le cas du Key Trader,
où il y avait des conteneurs frigo. Et une fois que les conteneurs frigo, si lors de la navigation, s'ils se brisent contre des rochers, eh bien les parois des conteneurs frigo continuent à dériver. Les conteneurs citernes ne sont pas étanches et on peut trouver différents types de situations. Donc des conteneurs vides, donc qui présenteront uniquement entre guillemets un risque pour la navigation. On a des conteneurs vides non nettoyés, donc qui feront l'objet d'un numéro ONU spécifique par rapport au même conteneur qui contiendra le même contenu mais plein. Donc ça, c'est aussi une information intéressante qui peut être relevée à partir du code IMDG. Et on peut avoir des produits, on peut avoir un conteneur plein avec un produit de densité variable. Et là, il faudra calculer la poussée d'Archimède pour essayer d'évaluer la flottabilité du conteneur. Une fois qu'on a ces informations, enfin on peut, ou alors l'information peut être obtenue directement à partir d'une observation d'un repérage des conteneurs à la dérive, tout simplement parce que les navires n'ont même pas conscience et n'ont pas constaté la perte de conteneurs en mer. Donc la notification pourra provenir de différentes sources. Donc il faut identifier le risque en cas de conteneur à la dérive. Donc en visuel, alors sur des conteneurs, des citernes en l'occurrence, qui contiennent de la marchandise dangereuse, eh bien l'information pertinente à relever sera en priorité le code danger, le numéro ONU, associé aux pictogrammes qui sont apposés sur les différents côtés du conteneur. Mais d'autres informations pourront également être intéressantes. Donc finalement, toute information est bonne à prendre pour nous pour évaluer le risque. Un exemple, juste la photo pour montrer que le risque n'est pas que virtuel, il peut arriver. L'accident du Direct-Seal Liberator qui transportait des produits donc dans un conteneur à toit ouvert et qui a perdu des citernes et qui contenait des produits hydroréactifs. Donc ce type de produit, une fois à la dérive, donc en mer, peut présenter un risque important, notamment pour aller récupérer le conteneur. Donc d'où la collecte d'informations au préalable pour évaluer correctement le risque associé. Lorsqu'on a une perte de conteneur en mer, les placardages doivent résister un certain temps à une dérive en mer. Donc ça, c'est imposé par le code IMDG. Après, dans la réalité, les placardages, si le conteneur a chuté de plusieurs mètres, plusieurs dizaines de mètres de haut, déjà, il peut être déjà très abîmé. Lorsqu'on a un conteneur à la dérive, eh bien, côté CEDRE, côté astreinte, on fait la demande de simulation de dérive à Météo France. Donc, on remplit le formulaire suivant, ou voilà, ça peut être alors aussi en situation d'exercice ou accident réel. On peut faire une dérive en direct, donc avec les prévisions de dérive, ou alors à rebours. Ça, c'est une information aussi qui est importante, puisque si on a un conteneur on a constaté un conteneur échoué sur le littoral, on peut possiblement faire une demande de dérive à rebours pour essayer de remonter sa trajectoire et recouper avec les données AIS pour essayer de trouver de quel navire à partir de quel navire il a été perdu. En général, on obtient l'information donc assez rapidement, sous 1 heure à peu près, on peut avoir l'information. Et on a une case caractéristique pour les conteneurs à cocher. Voilà le résultat. Donc ici, c'est un fichier .gif où en fait on voit qu'on a à partir d'un seul point GPS partent plusieurs trajectoires. Et en fait, donc dans la légende à droite, on voit que pour chaque chiffre correspond à un pourcentage d'immersion qui est différent. Donc on n'a pas foncièrement besoin de savoir quel est le niveau d'immersion pour faire la demande de dérive. Par contre, pour évaluer la localisation de la zone concernée par sa dérive, il est important de savoir justement ce niveau d'immersion. Et donc on voit que les trajectoires peuvent être plus ou moins différentes en fonction de la dérive liée au courant et ou au vent. Une fois suivi, donc pour assurer le suivi et la récupération des conteneurs, donc les opérationnels, donc là en l'occurrence côté marine nationale, il y a une ligne de marquage qui peut être déployée directement sur le conteneur. Donc elle est composée de différents éléments, une bouée avec un signal lumineux, il y a une bouée GPS, une ligne de vie
Et puis une unité de relargage hydrostatique. Donc si le conteneur vient à couler, ça peut permettre de visualiser, de connaître la position où le conteneur a coulé. Et donc il est intéressant de pouvoir apposer rapidement cet aimant, cette ligne de marquage sur le conteneur pour pouvoir suivre sa dérive et informer les navigateurs de la présence d'un objet dérivant. Et car les opérations également de récupération, les conditions de mer, donc là on le voit en haut à droite, hein, peuvent ne pas forcément faciliter la récupération. Et il faut alors attendre quelquefois plusieurs jours avant que la météo, qu'il y ait une accalmie pour pouvoir récupérer le conteneur. Voilà, donc en bilan conclusion, l'expertise du CED sur les risques liés au conteneur a lieu dès la préparation. Donc avec l'élaboration de guides, on passera au guide conteneur et colis perdus en mer, hein, qui peut être téléchargé sur le site du CEDRE. Également le guide HNS Transport Canada. Actuellement, il y a un projet en cours pour élaborer un guide dans le cadre du projet West Mopoko, donc qui traite des HNS de manière générale, mais la thématique conteneur est abordée. La formation est également très importante, hein, pour former notamment les décideurs. Et puis on prépare et on participe aux exercices, notamment donc dans les différentes préfectures maritimes. Donc ça c'est un point aussi qui est très intéressant et important. En cas d'accident, eh bien, on a un réseau d'expertise, donc on est point focal MARICE, mais également en cas d'accident, on peut rallier le centre de traitement de crise et travailler conjointement avec l'AEM, le CEPOL, les marins-pompiers et le LASEM pour ce travail d'évaluation du risque sur le risque conteneur. Et puis en situation post-accidentelle, on effectue un archivage de l'information, on participe au retour d'expérience et on est en capacité également d'assurer un suivi environnemental. Voilà, je vous remercie pour votre attention.